Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. En Algérie, les risques de contagion après l'embrasement de la Kabylie. Ces derniers jours d'émeutes entre jeunes et forces de l'ordre ont fait 40 morts. On évoque l'hypothèse de provocation des gendarmes sur place. Reportage dans cette édition. Une école primaire dans un quartier sensible de Villejuif, victime d'insécurité. Des boules de pétanque jetées des tours voisines ont transpercé le plafond des classes. Les professeurs mettent ce soir fin à leur mouvement de grève, mais les parents d'élèves se disent prêts à occuper les locaux. Un siècle d'inventions et de trouvailles, inutiles ou géniales, tel est le bilan du fameux concours Lépine qui fête ses 100 ans à la Foire de Paris. Parmi les découvertes à noter, le stylo à billes ou encore les lentilles. Cinéma avec Manipulation, un nouveau film qui met en scène le président des États-Unis, cette fois-ci incarné par Jeff Bridges. Le bureau ovale et les locataires de la Maison Blanche n'en finissent pas d'inspirer les cinéastes. En Kabylie, après une semaine d'émeutes, la violence semble s'apaiser ce dimanche, mais ce calme précaire ne peut faire oublier que cette région vit désormais dans un état proche de l'insurrection. Le bilan des victimes s'est encore alourdi aujourd'hui, 40 morts au total. Le centre de Tizi Ouzou a été une nouvelle fois le théâtre d'affrontements où plusieurs témoignages laissent entendre que les gendarmes manient la provocation pour attiser davantage la haine. Le risque de contagion à d'autres régions d'Algérie n'est pas à exclure et on parle ce soir d'une éventuelle intervention télévisée du président algérien. Image signée Mohan Anjli, récit de Bernard Lebrun. Une seule banderole, halte aux intimidations et toujours le même slogan. Motif de cette colère qui ne cesse de croître, les tirs à balles réelles sur la foule de la gendarmerie, qui n'a pas hésité dès vendredi à ouvrir le feu. Alors rien ne semble plus pouvoir stopper ces foules de jeunes qui disent n'avoir rien à perdre. Une tribune est improvisée, des responsables des associations berbères tentent de canaliser la foule. La confusion est totale, les pierres jaillissent, y compris contre ceux qui veulent annuler la manifestation. La foule conspue les intervenants et s'indigne, reprend sa marche dans les rues de Béjaïa. La situation semble bien incontrôlable. Il s'agit pour eux de porter un message en direction des responsables des autorités élues du pays pour leur dire que nous voulons qu'en Algérie, on vive libre et c'est une manière à eux de mettre au poteau, au piquet, ce pouvoir. La scène se déroule hier midi en fin de manifestation. La dislocation a été prononcée, mais les jeunes en colère veulent en découdre. Seulement voilà, le rapport de force est inégal, des pierres et des branches contre des fusils et des blindés. Bilan encore officieux de ce samedi noir en Kabylie, 29 morts et des centaines de blessés. Ces photographies prises hier à Tizi Ouzou montrent de véritables batailles rangées entre les étudiants de l'importante université et les forces de l'ordre. Ce dimanche, à Tizi Ouzou, des échauffourées ont continué et on a enregistré quelques décès. Ils veulent un état de droit, faute de quoi ils voudraient une autonomie pour leur région. Ce qu'ils veulent dans l'immédiat, comme condition sine qua non pour l'arrêt de tout, c'est que les gendarmes déguerpissent de tout le territoire de la Kabylie. Même mot d'ordre à Béjaïa aujourd'hui, où des manifestants ont tenté en vain de déposer au siège de la wilaya, la préfecture, une pétition demandant le retrait de la gendarmerie, considérée comme force étrangère occupante en Kabylie. Et à Paris, près de 2000 personnes se sont rassemblées place de la République à l'appel de différentes associations berbères et notamment de la fondation Matou Blounès. Cet homme porte-drapeau de la cause kabyle assassiné en 98. La sœur du chanteur défunt a lancé un cri d'alarme parlant de génocide en Algérie avant d'exhorter les manifestants à se disperser dans le calme. En France, dans un quartier sensible de Nice, 3 policiers ont été légèrement blessés à la suite d'un contrôle d'identité qui aurait mal tourné. 2 versions des faits sont envisagées, celle des policiers qui évoquent l'agressivité des jeunes se rebellant contre la construction future d'une caserne de CRS dans la cité. L'autre hypothèse est soutenue par les jeunes qui, eux, affirment que l'un d'entre eux se serait fait tabasser. C'est alors que ses amis seraient venus à son secours. Dès ce matin, le calme était revenu. Nathalie Jourdan, Frédéric Cerulli. Loin de la promenade des Anglais et de ses palmiers, cachés derrière les collines niçoises, l'Ariane. En apparence, le calme est revenu dans ce quartier sensible. Les incidents de la veille ont laissé peu de traces, mais ils sont bien sûr dans toutes les conversations. Le jour, il n'y a rien, le jour tout est normal, mais c'est la nuit.
5 voitures incendiées, 3 policiers légèrement blessés. Quelques heures auparavant, la police contrôle un adolescent. Le ton monte, les cris du jeune homme alertent le voisinage. Une cinquantaine de jeunes descendent dans la rue. Gaz lacrymogène contre jet de pierre devant le chantier de la future caserne de CRS qui doit être construite en plein cœur du quartier. D'après la police, c'est ce projet qui a déclenché la colère des jeunes. Ceux qui étaient hier soir dans la rue ont une toute autre version. Vraiment, hier soir, ça n'allait rien à voir avec la caserne. C'est juste pour un contrôle banal d'un petit de 15 ans qui n'a rien fait. Et dans le fourgon, ils l'ont tabassé, mais vraiment tabassé. Hein. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les jeunes? Ils ont voulu essayer de le défendre. Pourtant, depuis que les jeunes ont appris l'installation prochaine des CRS dans le quartier, les incidents se multiplient. Le chantier fait régulièrement l'objet de dégradations. Aujourd'hui, le maire de Nice juge la situation désespérante. Ça ne peut pas être une provocation qu'un cantonnement de CRS ou un commissariat de police soit une provocation. C'est pas possible. Et cette volonté d'une partie de cette petite minorité de jeunesse de ne pas accepter un simple contrôle d'identité, c'est absolument aberrant. C'est la marque même d'un état de non-droit. La construction de la caserne se poursuivra sous contrôle policier, symbole fort dans un quartier sensible où provocation. Certains jeunes promettent de tout faire pour que la caserne reste à l'état de chantier. Une nouvelle affaire qui associe l'insécurité et la loi du silence dans un quartier sensible de la région parisienne. Imaginez une école primaire devenue la cible d'agressions à Villejuif, au point que des boules de pétanque jetées des tours voisines ont transpercé le plafond des classes. Depuis jeudi dernier, la trentaine d'enseignants de l'établissement se sont mis en grève. Ils reprendront leurs cours dès lundi pour la plupart. Mais ces actes de violence gratuite aussi stupides qu'intolérables amènent certains parents d'élèves à envisager d'occuper les locaux à partir de demain. Benoît Thévenet, Pascal Caron. L'école maternelle au pied de la cité est devenue une cible idéale. Du haut de l'immeuble, mercredi dernier, 2 boules de pétanque ont été lancées. Alors là, vous voyez très bien l'impact de la boule de pétanque qui est bien régulier. Heureusement, il n'y avait pas d'enfants ce jour-là. Mais depuis des mois, enfants et enseignants subissent régulièrement des jets de pierre et même des tirs d'armes à feu qui font froid dans le dos. Malgré cela, les enseignants en grève la semaine dernière ont décidé de reprendre le travail. Si on continue notre grève, on pénalise les familles. Or, notre problème, c'est de vivre avec des enfants dont les parents ont perpétuellement peur. Parce que s'ils font une remarque, s'ils dénoncent quelqu'un, c'est leur voiture qui brûle, c'est leurs enfants qui sont en danger, c'est le risque qu'on lâche les pitbulls. Lundi, certains parents d'élèves occuperont les bureaux des directrices pour réclamer la rénovation de l'école et un véritable projet pour le quartier. C'est vrai que c'est un traumatisme pour les enfants. J'ai moi-même une petite en maternelle et on sent bien l'inquiétude et le désarroi. Et je pense que des enfants de cet âge-là ne méritent pas du tout d'être plongés comme ça à travers des réels problèmes de société. Depuis des années, la municipalité promet la reconstruction de l'établissement. Mais pour le maire, une nouvelle école ne servirait à rien si les moyens de police ne sont pas revus à la hausse. Nous sommes dans une ville où il n'y a pas ou peu de forces de police. Nous avons pourtant signé un contrat local de sécurité, un contrat intercommunal de sécurité, mais les engagements ne sont pas tenus. Et je dis que la ville est laissée dans une situation de non-assistance à ville en danger. Quelques minutes après cette interview, Madame le maire recevait une motte de terre lancée de cet immeuble. Un incident, cette fois-ci encore sans conséquences graves, mais pour combien de temps ? À Narbonne, maintenant, il y a plusieurs semaines, 2 wagons contenant des produits toxiques avaient déraillé. Ce n'est que maintenant qu'a été rendue possible l'opération de relevage du dernier des 2 wagons. Au total, près de 270 personnes étaient à pied d'œuvre, pompiers, policiers et CRS. En raison de la toxicité de l'acide fluorhydrique à l'état gazeux, les conditions météo n'avaient pas rendu possible jusqu'à présent ce chantier de relevage. Les travaux commencés ce matin se sont achevés après 7 heures d'efforts sans incident particulier. Ce dimanche, la vallée de la Somme devenue lieu de curiosité. On vient voir les premiers essais des pompes en cours d'installation sous un ciel peu glorieux. Des pluies sont à nouveau à craindre dès demain. L'eau baisse lentement, si lentement. Et après le plan d'urgence annoncé par le gouvernement, le ministre des Transports, Jean-Claude Guessot, évoque aujourd'hui un programme de relogement pour les sinistrés. Reportage, Yasmina Farber, Frédéric Vion et Jean-François Meunier. Un premier test pour ces pompes qui doivent désengorger le canal de la Somme.
L'eau se déverse dans la baie. Quand les 3 pompes seront opérationnelles, elles devraient évacuer 4 mètres cubes par seconde. Un chantier qui rassure, mais qui ne va pas régler de sitôt tous les problèmes des sinistrés. On va naturellement augmenter la capacité de sortie d'eau vers la mer, mais ça n'est certainement pas encore à la hauteur des problèmes que le département rencontre. Loin de ces préoccupations techniques, les opérations intriguent les promeneurs des bords de Somme. Derrière les barrières, s'il vous plaît. Vous pouvez pas venir ici. Même scénario à Abbeville. Les zones sinistrées attirent comme un aimant ceux que l'on appelle les touristes de catastrophe. C'est un défilé continuel, ils montent sur les appuis de fenêtres, ils regardent à l'intérieur des maisons. Et on sait que c'est des curieux parce qu'ils sont en petites chaussures, ils sont habillés le dimanche. C'est la promenade du dimanche, quoi. C'est le zoo. Il manque que les cacahuètes, quoi, qu'on nous jette. Et vous comprenez que les gens sont un peu agacés de voir des visiteurs comme ça, des curieux? Parce que moi-même, je serais agacée. Je viens pourtant, mais... On aurait dû remettre notre boîte pour les visiteurs, hein. 10 francs la visite. Ça n'arrête pas, madame. Hein? Ça n'arrête pas. Bah oui. Les week-ends, ça va être comme ça, surtout que c'est un long week-end. On va avoir de la visite. Bon, je vais me retourner les pieds dans l'eau. On a été manger au sec. On va aller voir nos pompes si elles tournent peur. Étrange ambiance dans le quartier entre ces acteurs impuissants devant cette eau qui ne les quitte pas et des spectateurs qui veulent voir sur le terrain cette interminable réalité. Avec la pluie, les touristes ont enfin déserté les lieux. Ils reviendront bientôt dans le quartier. Les sinistrés ont encore de l'humour. Ils l'ont baptisé Venise. Côté politique, Hubert Védrine a implicitement critiqué ce soir l'attitude du président de la République qui avait reçu vendredi dernier les élus locaux de la Somme. Le ministre des Affaires étrangères considère que Jacques Chirac a d'une certaine façon exploité cette situation à des fins politiques. La journée du souvenir des victimes et des héros de la déportation avec à Paris cette cérémonie au mémorial du martyr juif inconnu, présidée par le secrétaire d'État à la Défense chargé des anciens combattants, Jean-Pierre Masseret. Était présent également le nouveau maire de Paris, Bertrand Delanoë. En toute fin de journée, après une marche silencieuse, le cortège s'est rendu à l'Arc de Triomphe pour raviver la flamme du soldat inconnu. Dans d'autres villes de France se sont bien sûr déroulées des cérémonies du souvenir, comme à Poitiers où l'Institut de commémoration des martyrs et héros de la Shoah a décerné 2 médailles à des justes, ces hommes et ces femmes qui ont aidé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale au péril de leur vie. Christophe de Valambras, Stéphane Alérang. Ils ne s'étaient pas revus depuis 60 ans. Depuis que les destins de leurs 2 familles se sont croisés, c'était fin 42 à Poitiers. Les Allemands ont déclenché une rafle, les Serfs sont juifs. Sans l'aide des Gautrons, ils auraient été arrêtés. On est parti peut-être 5 minutes avant. Je me suis dit où on va se diriger et sa sœur c'était une amie à moi. Oui. On est parti vers chez eux et ils nous ont reçus. Maintenant s'ils ne nous avaient pas reçus, on était dans la main des Allemands. On n'avait pas le choix, on était déportés. Qu'est-ce que c'est cette photo, monsieur? Alors là, c'est les 3 enfants serfs, Alphonse, Norbert et Colette. Roger et sa famille ont mis leurs amis à l'abri, chez eux. À cette époque, aider des Juifs à échapper aux nazis, c'était mettre sa propre vie en danger. Je trouvais ça tout normal de me dévouer. Je ne sais pas si je me suis dévoué, j'ai fait mon devoir, c'est tout, quoi. Jusqu'à ce qu'ils puissent passer en zone libre, les enfants de la famille Serf sont hébergés en rase campagne, au Bigny, dans les Deux-Sèvres. La tante de Roger tient un café-tabac, les Allemands ne viendront pas les chercher là. Peut-être que pas mal de gens savaient, mais à ce moment-là, les gens faisaient semblant comme si c'était quelqu'un qui était en vacances, puis c'est tout. Hein. Leur nom sera honoré à tout jamais, gravé sur le mur des Juifs des Nations, au mémorial Yad Vashem à Jérusalem. Ce matin, Roger a reçu la médaille des Justes parmi les nations, une distinction décernée par le Yad Vashem, l'institut commémoratif des martyrs et des héros de la Shoah. Un honneur pour lui et ses parents. Il y a 60 ans, ils ont contribué à sauver la vie de toute une famille juive. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? C'est extrêmement difficile à exprimer en paroles. C'est le cœur qui parle. La famille qui a aidé les Serfs à passer en zone libre a également été honorée ce matin. Qui sauve une vie sauve l'humanité tout entière. La devise orne les médailles de presque 2000 justes français.
En Israël, malgré de nouveaux actes de violence quotidiens, les discussions autour d'un éventuel cessez-le-feu ont commencé ce matin au Caire, mais aucun accord réel n'a été conclu pour l'instant, malgré quelques effets d'annonce aussitôt démentis. Les efforts de la diplomatie devront tenir compte de la situation sur le terrain. Correspondance, Charles Anderla. La voie vers un cessez-le-feu s'annonce longue, d'abord politiquement. Yasser Abed-Rabo, le ministre palestinien de l'information, a mis les points sur les i en déclarant: lorsque le gouvernement israélien aura accepté l'initiative jordano-égyptienne dans son ensemble, la violence disparaîtra. Explication de texte, il faudrait qu'Israël cesse complètement la colonisation, ce que M. Sharon refuse. Au plan militaire, Yasser Arafat a bien donné des ordres pour que cessent les tirs de mortier sur les implantations et le territoire israélien. Mais visiblement, il n'est pas entendu. Des obus ont été tirés sur des colonies ce matin et surtout hier, ici à Netzer Khazani, dans la bande de Gaza. 5 jeunes Israéliens ont été blessés. La veille, vendredi, le Hamas a défilé en brandissant des mortiers alors que des candidats kamikazes arboraient leur ceinture d'explosifs. Abdelaziz Rantizi, le numéro 2 de l'organisation intégriste, a proclamé que la seule voie était celle du fusil. Le peuple palestinien a choisi la voie des armes et de l'artillerie. Fin de citation. Monsieur Rantizi a été arrêté tôt ce matin par la police palestinienne. Au sein même du Fatah, l'organisation de Yasser Arafat, certains groupes refusent d'obéir à ses ordres de dissolution des comités populaires, le fer de lance de l'intifada. Sur le terrain, les violences se poursuivent. 3 attentats ont échoué aujourd'hui, notamment à Netanya en Israël, où cette rue a pu être évacuée avant l'explosion d'une bombe. Hier soir en Galilée, un Israélien a été abattu par des Palestiniens, alors qu'à l'entrée de Bethléem, un Palestinien a été tué par balle. Ces obsèques ont eu lieu ce matin. La foule criait vengeance. En Italie, le centre de la ville de Vicenza a été entièrement vidé de ses habitants pour désamorcer une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale. Scène d'exode, 77 000 personnes évacuées dans un rayon de 3 km, transportées par car dans différentes structures mises en place pour les accueillir. La bombe plantée dans le sol du cimetière de la ville a été découverte il y a un mois. Dans un premier temps, on l'avait recouverte d'une dalle de métal. Une équipe d'artificiers devrait travailler pendant une trentaine d'heures pour désamorcer l'engin. À l'occasion du colloque des urgentistes cette semaine, nous vous proposons d'aborder un sujet qui nous concerne tous, puisqu'il s'agit de la prise en charge de la douleur et tout particulièrement chez les enfants aux urgences. Un nouveau comportement du personnel soignant instauré dans cet hôpital où tout est mis en œuvre pour éviter aux petits de souffrir dès leur arrivée. Reportage Benoît Thévenet, Laurent Ciron. T'as mal comment? Vas-y, prends-la. Si Chloé a l'air si sérieuse, c'est qu'elle a mal. Elle s'est coincée le doigt dans une porte. Grâce à une petite réglette, l'infirmière évalue l'intensité de sa douleur. Aux urgences de l'hôpital de Poissy, la question « Est-ce que tu as mal ?» est systématique. Et avant même qu'un médecin les examine, les enfants reçoivent un calmant. Aux urgences, l'attente est souvent longue. Ici, tout est fait pour qu'elle soit sans douleur. Aurélien est lui arrivé il y a une bonne heure. Suspicion d'appendicite. Dès son arrivée, l'infirmière lui a collé sur le bras un patch de crème anesthésiante. Le temps d'attendre, la crème a fait son effet. Grâce à ce geste, Aurélien ne sent pas l'aiguille lui percer la peau. Ça va? Ouais. Ça fait très mal, Aurélien? Non. Ça va? Ouais. Donc, tu préfères avec ou sans la crème? Avec. Dans le box d'à côté, la petite Marie dort. Pour refermer sa plaie, pas de point de suture douloureux, mais une colle spéciale et quelques secondes d'intervention. Utiliser les techniques les moins douloureuses, anticiper la douleur, est une règle dans ce service. Mais cela est loin d'être le cas dans toutes les urgences de France. Alors, il y a un grand travail à faire aux urgences. Une enquête française qui avait été faite en 1998 montrait que seulement 30% des services d'urgence avaient des protocoles écrits pour le traitement de la douleur. En gros, t'auras pas mal. On retrouve Chloé 3/4 d'heure après son arrivée. Le gaz qu'elle respire est anesthésiant. Quelques minutes sous protoxyde d'azote et elle sent à peine la piqûre dans la paume de la main. C'est bon, ne bouge pas. Le médecin vient de lui faire une anesthésie locale pour pouvoir évacuer le caillot de sang coincé sous son ongle. Ça, c'est un geste normalement qui fait sursauter et qui fait très mal. Et surtout quand on appuie dessus,
Normalement, ça fait très très mal. Chloé a retrouvé son sourire. Par 3 fois, les soignants sont intervenus pour lui éviter l'épreuve de la souffrance. Une prise en charge qui, aux urgences, est encore loin d'être systématique aujourd'hui. Dans la Marne, la stupeur des habitants de Marigny qui ont vu débarquer près de 15 000 personnes pour une rave party. À coups de décibels sur une musique techno, cette fête totalement interdite devrait se poursuivre pendant 2 jours encore, avec les questions de sécurité qu'engendre un tel rassemblement où les produits dopants circulent souvent librement. Laurence Decherf, Christophe Pouchouna. Ils ont pris possession d'un terrain, sans prévenir et sans autorisation. 15 000 jeunes ont envahi une ancienne base militaire de la Marne en pleine campagne. Plus qu'une rave party, c'est un festival de techno qui réunit plus d'une centaine de sound systems, des groupes qui font du son. C'est l'ambiance, les jeunes, bon, il y a un peu de drogue, c'est sûr, et bon, c'est avant tout la musique et les spectacles, quoi. Diane est DJ. Il s'est associé avec 2 autres groupes pour faire une grande façade de 15 000 watts. Pour lui, pas question de s'enfermer entre 4 murs. On va pas aller sur des soirées commerciales ou sur des soirées payantes, donc à 100 francs, où les gens n'ont pas envie de dépenser 100 francs pour une musique de merde. Sur le terrain, Médecins du Monde, 3 évacuations la nuit dernière, mais leur objectif premier, c'est la prévention face à l'usage des drogues. Il s'agit pour nous de faire passer des messages sur ces complications à long terme et de leur donner les outils pour réduire les risques de transmission, hépatite C ou sida. Dans le village voisin, le PC sécurité où sont mobilisés gendarmes, pompiers et SAMU. Les habitants, eux, se convient à la fête malgré eux. Vous appelez ça de la musique? Ah non, alors là, pas du tout. Hein. Moi, j'habite là-bas au bout du pays, on n'a pas dormi de la nuit. Il y a tout de même de l'abus, quoi. Qu'ils fassent quelque chose, mais qu'ils le fassent entre eux, mais qu'ils n'emmerdent pas les gens autour. Pour Lucien, ce n'était que sa première nuit blanche. La fête est prévue pour durer jusqu'à mardi. En milieu de semaine dernière, Jack Lang, le ministre de l'Éducation, a annoncé son intention de promouvoir l'enseignement des langues régionales à l'école, un plan que rejette aujourd'hui ouvertement Claude Allègre. À ces critiques, il faut ajouter que l'enseignement de langue régionale n'est pas conforme à la Constitution. Jacques Chirac lui-même s'était dit très réservé. Il faudra maintenant trancher. À l'évidence, la question dépasse le simple cadre de l'éducation, comme le montre ce reportage d'Alexandre Cara et d'Éric Delagneau. Vous les élèves, favoriser les langues régionales, voilà le nouveau credo du plus parisien des ministres. Le projet de Jack Lang est ambitieux, il va jusqu'à prévoir un véritable enseignement bilingue, français, langue régionale. Aujourd'hui en France, 152 000 élèves étudient déjà une langue comme le breton, le basque ou l'alsacien. Pour le ministre de l'Éducation, ce qui est bon pour les régions est bon pour la France. Les études montrent que les enfants qui, par exemple en Bretagne, apprennent le breton très jeunes, sont parmi ceux qui réussissent parfois le mieux en langue française au baccalauréat. De droite comme de gauche, les Jacobins s'insurgent. Pour eux, ce projet fragilise l'unité républicaine. Vous rencontrerez des interlocuteurs à l'étranger ou en France qui parlent le gallo, qui parlent le picard. C'est avec cela qu'on va défendre la langue française, car c'est ça qui est l'actualité. À l'ordre du jour, la francophonie me semble plus importante à promouvoir. Une défense de la francophonie dont le Conseil constitutionnel est le garant. En effet, le préambule de la Constitution stipule clairement la langue de la République est le français. Pour cette raison, il y a 2 ans, le président Jacques Chirac avait posé son veto à l'adoption de la Charte européenne sur les langues régionales. Non content de contourner l'obstacle constitutionnel, Jack Lang apporte un soutien inespéré à la loi sur la Corse. En encourageant l'ensemble des langues régionales, le projet Lang ménage l'égalité républicaine. Il aura suffi d'un texte pour que l'exception corse se fonde dans la mosaïque républicaine. On évoque souvent les 35 heures, mais sans savoir pour l'instant en quoi elles ont modifié le comportement des Français. Un indice peut être à prendre en compte avec ce sondage qui affirme que près d'1 salarié sur 2 achète davantage grâce à la réduction du temps de travail. Le nombre de journées chômées au mois de mai, en raison des nombreux week-ends, devrait un peu plus encore alimenter les résultats de cette étude. Christophe Nédart et Frédéric Basile. Si les files d'attente s'allongent dans les grands magasins, c'est aussi grâce aux 35 heures. Voilà le principal constat de ce sondage. Premier bénéficiaire, les produits culturels. 46% des sondés affirment avoir fait plus d'achats dans ce domaine.
Hausse des dépenses aussi pour les voyages et les vacances pour 43% des personnes interrogées. Enfin, 42% des sondés se sont tournés vers l'équipement de leur logement et les sorties. Les 35 heures auraient pu être une catastrophe pour la consommation s'il y avait eu réduction du pouvoir d'achat. Mais comme la plupart des accords 35 heures sont faits avec maintien du pouvoir d'achat, donc il n'y a pas eu cet effet-là. En prime, il y a évidemment le million de salariés qui ont retrouvé un emploi qui, eux, ont du pouvoir d'achat pour consommer. C'est pour ça que dans la situation actuelle, les 35 heures sont effectivement favorables à la consommation. Plus de temps libre égale plus d'achats. Que dire alors du mois de mai ? Grâce aux ponts et aux jours de repos posés ici ou là, certains vont bénéficier de 13 jours de congé pour 2 semaines de travail. La consommation devrait donc être en hausse pendant cette période, à moins que le mauvais temps s'en mêle. Depuis quelques semaines, on voit que la consommation est très réactive à la météo. Donc ça va beaucoup dépendre de ce qui va se passer. S'il fait par exemple plutôt beau, on va se précipiter vers son jardin pour les gens qui en ont et ça va faire un boom dans les jardineries. Si à l'inverse le mois de mai continue à être pourri comme les mois précédents, et bien là ça fera beaucoup moins de dépenses dans ce domaine. Mais c'est d'abord les professionnels du tourisme qui devraient profiter de ce mois de mai. Depuis quelques jours, ils multiplient les offres de court séjour en France comme à l'étranger. Et le muguet du jeudi mois de mai, dans certaines régions, le froid et la pluie ont retardé la cueillette, comme dans la région de Nantes par exemple. Au total, 55 millions de brins de muguet seront vendus dans les jours à venir. Parmi les différentes espèces, le muguet sauvage, le plus prisé des parfumeurs et des fleuristes. Reportage dans l'Ain, Vincent Fourcade et Thierry Simonet. Il faut faire attention de ne pas arracher les racines. Dans tout le pays du Bugey, les habitants vous l'assurent, leur muguet est le plus odorant de tous les muguets de France. D'abord. Ces brins de bonheur ne manquent donc pas d'attirer dès le mois d'avril plusieurs centaines de promeneurs en quête des fameuses clochettes blanches. Encore faut-il savoir où les dénicher. Il faut chercher sous les arbres, dans les clairières, et puis on trouve. En cherchant bien, on trouve. Mais bonne ou mauvaise récolte, peu importe, car l'essentiel est avant tout de s'imprégner de l'atmosphère particulière qui règne dans cette forêt d'acacia. On entend beaucoup les gens dans les bois qui s'appellent, qui crient « oui, il y en a là », donc en fait, c'est un peu folklorique. Folklorique pour les uns, nettement plus mercantile pour d'autres, qui ratissent méthodiquement les sous-bois. Car le muguet sauvage de Léman attire chaque année davantage les grands fleuristes du Sud-Est et les transactions s'effectuent maintenant discrètement à l'arrière des maisons. Place de la mairie, Yvon, le ramoneur du pays, est donc chaque année un peu plus seul à proposer sa récolte. Il y a des années que ils allaient tous au bistrot, boire un coup, il y avait les gendarmes, c'était tout plein, il n'y avait pas de voiture là. Tout le monde vendait ses muguets. Mais il est encore possible de faire de bonnes opérations à Léman, comme dans ce bar, devenu salle de cotation du cajot de muguet. Et parfois, entre acheteurs, les cours peuvent s'envoler. Il a acheté une cagette à 200 francs, 6 minutes après, il l'a revendu 450 en se faisant encore payer un coup à boire. Donc il faut croire qu'il y a quand même des grosses marges sur le prix du muguet. Parce que... Des marges parfois très séduisantes, certains gros cueilleurs gagnant ainsi jusqu'à 60 000 francs en quelques semaines. Un siècle d'inventions ou de trouvailles les plus folles. À la Foire de Paris, on célébrait aujourd'hui le centenaire du fameux concours Lépine. Des géos trouve-tout aux inventeurs de talent. On doit à cette manifestation la découverte des lentilles ou du stylo à billes. Autant de témoignages du quotidien marquant l'histoire du XXe siècle. Luc Baziza, Marine Vincent. À gauche, l'ancêtre de la chaîne IFI. À droite, l'ancêtre de l'ordinateur. Des objets couronnés au concours Lépine. Créé il y a tout juste 100 ans, ce concours avait pour vocation de stimuler la créativité et donc de relancer une partie de l'économie française. Parmi les vedettes de ce siècle, le presse-purée à moulinette, le fer à repasser à vapeur né en 1921 ou cette bassine qui deviendra plus tard le lave-linge. En 2001, dans les allées de la Foire de Paris, nous avons retrouvé le plus ancien concurrent, Claude Dumas. Il comptabilise à lui seul 192 inventions. Seule une lui rapporte de l'argent, ce lit à piston en bois sur coussin d'air. Ce lit à piston est la première invention qui me permet d'en vivre réellement. Ça permet d'être soulevé en tout point de valeur égale. Donc il n'y a plus aucun point de compression, donc on ne peut plus souffrir du dos. De l'utile au futile, en passant par l'inutile, tout s'invente. Voici la solution offerte aux joueurs de pétanque. Cet objet rend service à ces sportifs qui ont besoin de ramasser les boules et parfois aussi de se désaltérer. Si on vous offre à boire, au lieu que la canette soit posée par terre, que les fourmis viennent dedans ou qu'elle soit mélangée avec les autres, vous la mettez dans le compartiment, vous le posez par terre et vous savez que c'est la vôtre.
Louis Lépine lui-même, ancien préfet de police, avait bien inventé un simple bâton blanc, encore utilisé aujourd'hui par la maréchaussée. Aujourd'hui, la technologie prend le dessus. Cette montre indique la date en haut, l'heure en bas, jusque-là tout est normal, mais elle convertit aussi les francs en euros ou en toute autre monnaie. Un objet qui pourrait bien servir à tous ces géo-trouve-tout, car les gadgets, comme les inventions géniales, peuvent se transformer en succès commerciaux. Formule 1 avec le Grand Prix d'Espagne, une compétition dominée de bout en bout par Mika Häkkinen sur McLaren Mercedes. Rien ne devait s'opposer à sa première victoire de la saison, mais alors qu'il ne restait qu'un seul tour à couvrir, la voiture du Finlandais a ralenti, son moteur a pris feu, laissant la plus haute marge du podium à Michael Schumacher qui empoche une piètre victoire. Mais a déclaré le champion, c'est choquant, mais c'est la dure loi de la course. En fin d'après-midi, le dernier match de la 32e journée du championnat de France de football. Le leader nantais se déplaçait à 3. Les Nantais l'ont emporté avec un but inscrit en deuxième période par Darocha. Grâce à cette victoire, Nantes conserve 4 points d'avance au classement devant l'Olympique lyonnais. Je vous propose de rêver un instant en suivant ce tour du monde en bateau effectué par une dizaine d'adolescents. Un voyage où se mêlent le plaisir et l'éducation. Entourés de 5 accompagnateurs, ces jeunes ont pour mission de réaliser des documentaires qu'ils diffuseront aussitôt. Florent Muller et Jean-François Monnier les ont rencontrés en Grèce. Le bout du monde est au bout de nos doigts de pied. Et la route qui y conduit est suspendue quelque part entre la mer bleu ciel et un ciel bleu de mer. Ces 10 jeunes marins âgés de 12 à 16 ans, de 6 nationalités différentes, ont été sélectionnés parmi des milliers de candidats. Chacun devait se montrer capable de trouver des sponsors et de quitter l'école tous les 3 mois pour mettre les voiles afin de réaliser des reportages sur des pays lointains. On a commencé du Pacifique, Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Australie. Et après on est allé en Indonésie, Bali. Et après c'était l'océan Indien, c'était Inde, Maldives. Et après on a remonté la mer Rouge. Le navire fait route désormais vers la Grèce. Au fil des 1000 marins, les souvenirs s'entassent dans les esprits, comme dans la cale. Sous le regard torve d'un masque du Timor, un poteau funéraire tiwi veille sur l'équipage, tandis que des serpents aborigènes slaloment entre les couchettes. Leur journal de voyage est publié chaque semestre. Des scènes étonnantes surgissent. Alors Anatole, il paraît qu'on t'a vu habillé en Vanuatu. Bah en fait, ouais, quand je suis allé au Vanuatu, là-bas, on s'est habillé comme les gens, quoi, comme d'habitude, pour pouvoir s'intégrer à la société. Et là-bas, les gens, ils étaient habillés en estupénien. Donc il y avait un petit fagot de paille autour du sexe. Et puis bah, on s'habillait comme eux, quoi. Pour réaliser ce rêve, pas le temps de rêvasser. Tandis qu'Anatole tient bon la barre, ses camarades, épaulés par 5 adultes, hissent et haut. Il n'y a guère que le chien qui peut s'offrir le luxe de se faire dorer le poil en contemplant ces îles bordées par une mer aux ourlets opales. L'idée de ce tour du monde, c'est un peu un pari fait sur l'amitié entre des enfants de toute culture. À chaque escale, nos enfants partagent la vie des jeunes autochtones et ils peuvent découvrir de l'intérieur dans quel type de société ils grandissent, quel milieu naturel ils habitent, quels problèmes ils peuvent rencontrer. L'odyssée de nos héros touche à son épilogue. Fin juin, le vieux gréement sera de retour à l'île-dieu. Mais tous sont désormais convaincus d'une chose, pour le voyage, rien ne vaut l'immersion totale. Cinéma avec la sortie mercredi prochain de Manipulation, un film où Jeff Bridges incarne le président des États-Unis, choisissant une femme pour vice-présidente. C'est fou ce qu'Hollywood est fasciné par le bureau ovale et les locataires de la Maison Blanche qui ont inspiré bon nombre de films. Celui-ci en est un autre. Marie-Jo Jouan, Bernard Connor. Dernier installé au bureau du maître du monde, Jeff Bridges, ici président démocrate, décidé à imposer une femme à la vice-présidence. S'il avait l'aura de Washington ou de Lincoln, il y a belle lurette que le président des États-Unis est descendu de son piédestal pour incarner au cinéma les fantasmes des réalisateurs. Vous connaissez mon opinion. Michael Douglas, président au cœur tendre, Harrison Ford, exterminateur de terroristes, Bill Pullman, cousin de Superman, Nicholson, caricature de président, Anthony Hopkins, bouffon politique. Le temps d'un tournage, ils ont tous apporté leur touche personnelle. Jeff Bridges a voulu restituer à son illustre modèle sa part d'humanité.
Il est plus que probable que Sheldon va m'attaquer. Ouais. Ça ne me gêne pas que ce soit une femme. Je me suis inspiré de Clinton et des Kennedy, Robert et John, et Lyndon Johnson un peu. Mais ma plus grande source d'inspiration pour ce rôle a été mon père, Lloyd Bridges. Votre père? Oui. Il a toujours dégagé quelque chose de présidentiel dans son jeu d'acteur, une qualité qui a été essentielle pour le personnage du film. Et un président qui choisit une femme pour l'assister doit se battre. Dans Manipulation, la candidate à la vice-présidence va devoir affronter un passé qui risque de briser sa carrière. Par vos aveux. Mes aveux? Vos aveux. Oui, vos aveux. Reconnaître l'histoire de la partose et tout ce qui va avec. C'est comme ça que Clinton a cloué le bec à Il Flowers. n'y a plus de règles du jeu. C'est à vous de fixer les vôtres. Prends pour un as, à vous de lui prouver. Les femmes en politique, un thème qui passionne toujours. Parce qu'on ne s'acharnerait pas sur un homme dans le même cas. J'espère que ce film va encourager les femmes. Et j'espère qu'elles vont garder l'espoir de pouvoir accéder à des postes de haut niveau en politique. Parce qu'aux États-Unis, il y en a peu pour l'instant. Pourquoi pas une vice-présidente ou une présidente? Dennis va pouvoir fixer ça pour l'éternité. Allons-y. Le réalisateur, Rod Lurie, ancien journaliste, accro de la politique, souligne ici qu'aux États-Unis, il n'y a ni bon ni méchant en politique. Simplement des valeurs qui changent avec le temps. Personne n'assassine les vice-présidents. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle le principal titre. En Algérie, les risques de contagion après l'embrasement de la Kabylie. Ces derniers jours d'émeutes entre jeunes et forces de l'ordre ont fait 40 morts. On évoque l'hypothèse de provocation des gendarmes sur place. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet, suivie du film policier Trouble avec Tom Béranger. Minuit, le dernier journal, présenté par Laurence Piquet. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise David reçoit Robert Ménard, le secrétaire général de Reporters sans frontières. À 13h, le journal de Gérard Rolls. Et à 20h, vous retrouverez Claude Sérillon. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.